Chapitre 10 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Amy. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 10. Le dîner était prêt. Il fut dévoré avec avidité par le professeur Lidenbrock, dont la diète forcée du bord avait changé l'estomac en un gouffre profond. Ce repas, plus danois qu'islandais, n'eut rien de remarquable en lui-même. Mais notre hôte, plus islandais que danois, me rappela les héros de l'antique hospitalité. Il me parut évident que nous étions chez lui plus que lui-même. La conversation se fit en langue indigène, que mon oncle entremêlait d'allemand, et M. Fridriksson de latin, afin que je puisse la comprendre. Elle roula sur des questions scientifiques, comme il convient à des savants, mais le professeur Lidenbrock se tint sur la plus excessive réserve, et ses yeux me recommandaient à chaque phrase un silence absolu, touchant nos projets à venir. Tout d'abord, M. Fridriksson s'enquit auprès de mon oncle du résultat de ses recherches à la bibliothèque. « Votre bibliothèque » s'écria ce dernier. « Elle ne se compose que de livres dépareillés sur des rayons presque déserts. »« Comment ?» répondit M. Fridriksson. « Nous possédons 8000 volumes, dont beaucoup sont précieux et rares, des ouvrages en vieille langue scandinave, et toutes les nouveautés dont Copenhague nous approvisionne chaque année. » « Où prenez-vous ces 8000 volumes ? » ?»« Pour mon compte. »« Oh, monsieur Lidenbrock, il court le pays. On a le goût de l'étude dans notre vieille île de glace. Pas un fermier, pas un pêcheur qui ne sache lire et ne lise. Nous pensons que des livres, au lieu de moisir derrière une grille de fer, loin des regards curieux, sont destinés à s'user sous les yeux des lecteurs. Aussi ces volumes passent-ils de main en main, feuilletés, lus et relus. Et souvent ils ne reviennent à leur rayon qu'après 1 ou 2 ans d'absence. En attendant, répondit mon oncle avec un certain dépit, les étrangers... Que voulez-vous ? Les étrangers ont chez eux leur bibliothèque. Et avant tout, il faut que nos paysans s'instruisent. Je vous le répète, l'amour de l'étude est dans le sang islandais. Aussi, en 1816, nous avons fondé une société littéraire qui va bien. Des savants étrangers s'honorent d'en faire partie. Elle publie des livres destinés à l'éducation de nos compatriotes et rend de véritables services au pays. Si vous voulez être un de nos membres correspondants, monsieur Lidenbrock, vous nous ferez le plus grand plaisir. Mon oncle, qui appartenait déjà à une centaine de sociétés scientifiques, accepta avec une bonne grâce dont fut touché monsieur Fridriksson. Maintenant, reprit celui-ci, veuillez m'indiquer les livres que vous espériez trouver à notre bibliothèque, et je pourrai peut-être vous renseigner à leur égard. Je regardai mon oncle. Il hésita à répondre, cela touchait directement à ses projets. Cependant, après avoir réfléchi, il se décida à parler. « Monsieur Fridriksson, dit-il, je voulais savoir si, parmi les ouvrages anciens, vous possédiez ceux d'Arne Saknussemm. »« Arne Saknussemm, répondit le professeur de Reykjavik. Vous voulez parler de ce savant du XVIe siècle, à la fois grand naturaliste, grand alchimiste et grand voyageur ? Précisément. Une des gloires de la littérature et de la science islandaise. Comme vous dites, un homme illustre entre tous, je vous l'accorde, et dont l'audace égalait le génie. Je vois que vous le connaissez bien. Mon oncle nageait dans la joie à entendre parler ainsi de son héros. Il dévorait des yeux M. Fridriksson. « Eh bien, demanda-t-il, ces ouvrages ?»« Ah, ces ouvrages, nous ne les avons pas. »« Quoi ? En Islande ? Il n'existe ni en Islande ni ailleurs. »« Et pourquoi ? Parce que Arne Saknussemm fut persécuté pour cause d'hérésie, et qu'en 1573, ses ouvrages furent brûlés à Copenhague par la main du bourreau. »« Très bien, parfait !» s'écria mon oncle au grand scandale du professeur de sciences naturelles. « Hein ? fit ce dernier. « Oui,
Tout s'explique, tout s'enchaîne, tout est clair. Et je comprends pourquoi Saknussemm, mis à l'index et forcé de cacher les découvertes de son génie, a dû enfouir dans un incompréhensible cryptogramme le secret. Quel secret? Demanda vivement M. Fridriksson. Un secret dont, répondit mon oncle en balbutiant. Est-ce que vous auriez quelques documents particuliers? Reprit notre hôte. Non, je faisais une pure supposition. Bien, répondit M. Fridriksson, qui eut la bonté de ne pas insister en voyant le trouble de son interlocuteur. J'espère, ajouta-t-il, que vous ne quitterez pas notre île sans avoir puisé à ses richesses minéralogiques. Certes, répondit mon oncle, mais j'arrive un peu tard. Des savants ont déjà passé par ici. Oui, monsieur Lidenbrock, les travaux de messieurs Olafsen et Povelsen, exécutés par ordre du roi, les études de Troy, la mission scientifique de messieurs Guémard et Robert à bord de la corvette française, la recherche, et dernièrement les observations des savants embarqués sur la frégate la Reine Hortense, ont puissamment contribué à la reconnaissance de l'Islande. Mais croyez-moi, il y a encore à faire. Note de l'auteur. La recherche fut envoyée en 1835 par l'amiral Duperrey pour retrouver les traces d'une expédition perdue, celle de messieurs de Blosseville et de la Lilloise, dont on n'a jamais eu de nouvelles. Fin de la note. Vous pensez, demanda mon oncle d'un air bonhomme, en essayant de modérer l'éclair de ses yeux. Oui, que de montagnes, de glaciers, de volcans à étudier qui sont peu connus. Et tenez, sans aller plus loin, voyez ce mont qui s'élève à l'horizon. C'est le Sneffels. Ah, fit mon oncle, le Sneffels? Oui, l'un des volcans les plus curieux et dont on visite rarement le cratère. Éteint? Oh, éteint depuis 500 ans. Eh bien, répondit mon oncle, qui se croisait frénétiquement les jambes pour ne pas sauter en l'air. J'ai envie de commencer mes études géologiques par ce Fessel, comment dites-vous? Sneffels, reprit l'excellent M. Fridriksson. Cette partie de la conversation avait eu lieu en latin. J'avais tout compris, et je gardais à peine mon sérieux à voir mon oncle contenir sa satisfaction qui débordait de toutes parts. Il prenait un petit air innocent qui ressemblait à la grimace d'un vieux diable. « Oui, fit-il, vos paroles me décident. Nous essaierons de gravir ce Sneffels, peut-être même d'étudier son cratère. »« Je regrette bien, répondit M. Fridriksson, que mes occupations ne me permettent pas de m'absenter. Je vous aurais accompagné avec plaisir et profit. »« Oh non, répondit vivement mon oncle. Nous ne voulons déranger personne, M. Fridriksson. Je vous remercie de tout mon cœur. La présence d'un savant tel que vous eût été très utile, mais les devoirs de votre profession... J'aime à penser que notre hôte, dans l'innocence de son âme islandaise, ne comprit pas les grosses malices de mon oncle. « Je vous approuve fort, monsieur Lidenbrock, dit-il, de commencer par ce volcan. Vous ferez là une ample moisson d'observations curieuses. Mais dites-moi, comment comptez-vous gagner la presqu'île de Sneffels ? Par mer, en traversant la baie, c'est la route la plus rapide. Sans doute, mais elle est impossible à prendre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un seul canot à Reykjavik. Diable! Il faudra aller par terre en suivant la côte. Ce sera plus long, mais plus intéressant. Bon, je verrai à me procurer un guide. J'en ai précisément un à vous offrir. Un homme sûr, intelligent? Oui, un habitant de la presqu'île, un chasseur d'eider, fort habile, et dont vous serez content. Il parle parfaitement le danois. Et quand pourrais-je le voir? Demain, si cela vous plaît. Pourquoi pas aujourd'hui? C'est qu'il n'arrive que demain. À demain donc, répondit mon oncle avec un soupir. Cette importante conversation se termina quelques instants plus tard par de chaleureux remerciements du professeur allemand au professeur islandais. Pendant ce dîner, mon oncle venait d'apprendre des choses importantes. Entre autres, l'histoire de Saknussemm, la raison de son document mystérieux, comme quoi son hôte ne l'accompagnerait pas dans son expédition, et que dès le lendemain, un guide serait à ses ordres.
Fin du chapitre 10, enregistré par Amy. Chapitre 11 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Amy. Voyage au centre de la Terre, chapitre 11. Le soir, je fis une courte promenade sur les rivages de Reykjavik et je revins de bonne heure me coucher dans mon lit de grosses planches où je dormis d'un profond sommeil. Quand je me réveillai, j'entendis mon oncle parler abondamment dans la salle voisine. Je me levai aussitôt et je me hâtai d'aller le rejoindre. Il causait en danois avec un homme de haute taille, vigoureusement découplé. Ce grand gaillard devait être d'une force peu commune. Ses yeux, percés dans une tête très grosse et assez naïve, me parurent intelligents. Ils étaient d'un bleu rêveur. De longs cheveux, qui eussent passé pour roux, même en Angleterre, tombaient sur ses athlétiques épaules. Cet indigène avait les mouvements souples, mais il remuait peu les bras, en homme qui ignorait ou dédaignait la langue des gestes. Tout en lui révélait un tempérament d'un calme parfait, non pas indolent, mais tranquille. On sentait qu'il ne demandait rien à personne, qu'il travaillait à sa convenance, et que dans ce monde, sa philosophie ne pouvait être ni étonnée ni troublée. Je surpris les nuances de ce caractère, à la manière dont l'Islandais écouta le verbiage passionné de son interlocuteur. Il demeurait les bras croisés, immobile au milieu des gestes multipliés de mon oncle. Pour nier, sa tête tournait de gauche à droite. Elle s'inclinait pour affirmer, et cela si peu que ses longs cheveux bougeaient à peine. C'était l'économie du mouvement poussée jusqu'à l'avarice. Certes, à voir cet homme, je n'aurais jamais deviné sa profession de chasseur. Celui-là ne devait pas effrayer le gibier, à coup sûr. Mais comment pouvait-il l'atteindre ? Tout s'expliqua quand M. Fridriksson m'apprit que ce tranquille personnage n'était qu'un chasseur d'eider, oiseau dont le duvet constitue la plus grande richesse de l'île. En effet, ce duvet s'appelle l'édredon, et il ne faut pas une grande dépense de mouvement pour le recueillir. Au premier jour de l'été, la femelle de l'eider, sorte de joli canard, va bâtir son nid parmi les rochers des fjords, dont la côte est toute frangée. Note de l'auteur, fjord, nom donné au golfe étroit dans les pays scandinaves. Fin de la note. Ce nid bâti, elle le tapisse avec de fines plumes qu'elle s'arrache du ventre. Aussitôt le chasseur, au mieux le négociant, arrive, prend le nid, et la femelle de recommencer son travail. Cela dure ainsi tant qu'il lui reste quelques duvets. Quand elle s'est entièrement dépouillée, c'est au mâle de se déplumer à son tour. Seulement, comme la dépouille dure et grossière de ce dernier n'a aucune valeur commerciale, le chasseur ne prend pas la peine de lui voler le lit de sa couvée. Le nid s'achève donc, la femelle pond ses œufs, les petits éclosent, et l'année suivante, la récolte de l'édredon recommence. Or, comme l'eider ne choisit pas les rocs escarpés pour y bâtir son nid, mais plutôt des roches faciles et horizontales qui vont se perdre en mer, le chasseur islandais pouvait exercer son métier sans grande agitation. C'était un fermier qui n'avait ni à semer, ni à couper sa moisson, mais à la récolter seulement. Ce personnage grave, flegmatique et silencieux, se nommait Hans Bjelke. Il venait à la recommandation de M. Fridriksson, c'était notre futur guide. Ses manières contrastaient singulièrement avec celles de mon oncle. Cependant, ils s'entendirent facilement. Ni l'un ni l'autre ne regardaient au prix. L'un prêt à accepter ce qu'on lui offrait, l'autre prêt à donner ce qui lui serait demandé. Jamais marché ne fut plus facile à conclure. Hors des conventions, il résulta que Hans s'engageait à nous conduire au village de Stapi,
situé sur la côte méridionale de la presqu'île du Sneffels, au pied même du volcan. Il fallait compter par terre 22 000 environ, voyage à faire en 2 jours, suivant l'opinion de mon oncle. Mais quand il apprit qu'il s'agissait de 1000 Danois de 24 000 pieds, il dut rabattre de son calcul et compter, vu l'insuffisance des chemins, sur 7 ou 8 jours de marche. 4 chevaux devaient être mis à sa disposition, 2 pour le porter lui et moi, 2 autres destinés à nos bagages. Hans, suivant son habitude, irait à pied. Il connaissait parfaitement cette partie de la côte et il promit de prendre par le plus court. Son engagement avec mon oncle n'expirait pas à notre arrivée à Stapi. Il demeurait à son service pendant tout le temps nécessaire à nos excursions scientifiques au prix de 3 riksdals par semaine. Note de l'auteur, 1 franc 8 centimes. Fin de la note. Seulement il fut expressément convenu que cette somme serait comptée au guide chaque samedi soir, condition sine qua non de son engagement. Le départ fut fixé au 16 juin. Mon oncle voulut remettre au chasseur les arts du marché, mais celui-ci refusa d'un seul mot. « Efter » fit-il. « Après » me dit le professeur pour mon édification. Hans, le traité conclu, se retira tout d'une pièce. « Un fameux homme !» s'écria mon oncle. « Mais il ne s'attend guère au merveilleux rôle que l'avenir lui réserve de jouer. » Il nous accompagne donc oui, Axel, jusqu'au centre de la Terre. 48 heures restaient encore à passer. À mon grand regret, je dus les employer à nos préparatifs. Toute notre intelligence fut employée à disposer chaque objet de la façon la plus avantageuse, les instruments d'un côté, les armes d'un autre, les outils dans ce paquet, les vivres dans celui-là, en tout 4 groupes. Les instruments comprenaient: petit 1, un thermomètre centigrade de Hegel, gradué jusqu'à 150 degrés, ce qui me paraissait trop ou pas assez. Trop si la chaleur ambiante devait monter là, auquel cas nous aurions cuit, pas assez s'il s'agissait de mesurer la température de source ou de toute autre matière en fusion. Petit 2, un manomètre à air comprimé, disposé de manière à indiquer des pressions supérieures à celles de l'atmosphère au niveau de l'océan. En effet, le baromètre ordinaire n'eût pas suffi, la pression atmosphérique devant augmenter proportionnellement à notre descente au-dessous de la surface de la Terre. Petit 3, un chronomètre de Boissonnas, jeune de Genève, parfaitement réglé au méridien de Hambourg. Petit 4, 2 boussoles d'inclinaison et de déclinaison. Petit 5, une lunette de nuit. Petit 6, 2 appareils de Ruhmkorff qui, au moyen d'un courant électrique, donnaient une lumière très portative, sûre et peu encombrante. Note de l'auteur. L'appareil de M. Ruhmkorff consiste en une pile de benzène mise en activité au moyen du bichromate de potasse qui ne donne aucune odeur. Une bobine d'induction met l'électricité produite par la pile en communication avec une lanterne d'une disposition particulière. Dans cette lanterne se trouve un serpentin de verre où le vide a été fait et dans lequel reste seulement un résidu de gaz carbonique ou d'azote. Quand l'appareil fonctionne, ce gaz devient lumineux, en produisant une lumière blanchâtre et continue. La pile et la bobine sont placées dans un sac de cuir que le voyageur porte en bandoulière. La lanterne, placée extérieurement, éclaire très suffisamment dans les profondes obscurités. Elle permet de s'aventurer sans craindre aucune explosion au milieu des gaz les plus inflammables et ne s'éteint pas même au sein des plus profonds cours d'eau. M. Ruhmkorff est un savant et habile physicien. Sa grande découverte, c'est sa bobine d'induction qui permet de produire de l'électricité à haute tension. Il a obtenu en 1864 le prix quinquennal de 50 000 francs que la France réservait à la plus ingénieuse application de l'électricité. Fin de la note. Les armes consistaient en 2 carabines de Purdley Moore & Company et de 2 revolvers Colt. Pourquoi des armes? Nous n'avions ni sauvages ni bêtes féroces à redouter, je suppose. Mais mon oncle paraissait tenir à son arsenal comme à ses instruments, surtout à une notable quantité de fulmi-coton inaltérable à l'humidité, et dont la force expansive est fort supérieure à celle de la poudre ordinaire.
Les outils comprenaient 2 pics, 2 pioches, une échelle de soie, 3 bâtons ferrés, une hache, un marteau, une douzaine de coins et pitons de fer et de longues cordes à nœuds. Cela ne laissait pas de faire un fort colis, car l'échelle mesurait 300 pieds de longueur. Enfin, il y avait les provisions. Le paquet n'était pas gros, mais rassurant, car je savais qu'en viande concentrée et en biscuits secs, il contenait pour 6 mois de vivres. Le genièvre en formait toute la partie liquide. Et l'eau manquait totalement. Mais nous avions des gourdes et mon oncle comptait sur les sources pour les remplir. Les objections que j'avais pu faire sur leur qualité, leur température et même leur absence étaient restées sans succès. Pour compléter la nomenclature exacte de nos articles de voyage, je noterai une pharmacie portative contenant des ciseaux à lame mousse, des attelles pour fractures, une pièce de ruban en filet cru, des bandes et des compresses, du sparadrap, une palette pour saigner, toutes choses effrayantes, de plus une série de flacons contenant de la dextrine, de la colle vulnéraire, de l'acétate de plomb liquide, de l'éther, du vinaigre et de l'ammoniac, toute drogue d'un emploi peu rassurant. Enfin, les matières nécessaires aux appareils de Ruhmkorff. Mon oncle n'avait eu garde d'oublier la provision de tabac, de poudre de chasse et d'amadou, non plus qu'une ceinture de cuir qu'il portait autour des reins, et où se trouvait une suffisante quantité de monnaie d'or, d'argent et de papier. De bonnes chaussures, rendues imperméables par un enduit de goudron et de gomme élastique, se trouvaient au nombre de 6 paires dans le groupe des outils. Ainsi vêtu, chaussé, équipé, il n'y a aucune raison pour ne pas aller loin, me dit mon oncle. La journée du 14 fut employée tout entière à disposer ces différents objets. Le soir, nous dînâmes chez le baron Trampe, en compagnie du maire de Reykjavik et du docteur Hjaltalin, le grand médecin du pays. Monsieur Fridriksson n'était pas au nombre des convives. J'appris plus tard que le gouverneur et lui se trouvaient en désaccord sur une question d'administration et ne se voyaient pas. Je n'eus donc pas l'occasion de comprendre un mot de ce qui se dit pendant ce dîner semi-officiel. Je remarquai seulement que mon oncle parla tout le temps. Le lendemain, 15, les préparatifs furent achevés. Notre hôte fit un sensible plaisir au professeur en lui remettant une carte de l'Islande, incomparablement plus parfaite que celle d'Andersen. La carte de M. Olaf Nicolas Olsen, réduite au 1/400 millième, est publiée par la Société littéraire islandaise d'après les travaux géodésiques de M. Scheel Frisak et le levé topographique de M. Björn Kumlaxon. C'était un précieux document pour un minéralogiste. La dernière soirée se passa dans une intime causerie avec M. Fridriksson, pour lequel je me sentais pris d'une vive sympathie. Puis, à la conversation succéda un sommeil assez agité, de ma part du moins. À 5 heures du matin, le hennissement de 4 chevaux qui piaffaient sous ma fenêtre me réveilla. Je m'habillai à la hâte et je descendis dans la rue. Là, Hans achevait de charger nos bagages sans se remuer, pour ainsi dire. Cependant, il opérait avec une adresse peu commune. Mon oncle faisait plus de bruit que de besogne, et le guide paraissait se soucier fort peu de ses recommandations. Tout fut terminé à 6 heures. M. Fridriksson nous serra les mains. Mon oncle le remercia en islandais de sa bienveillante hospitalité et avec beaucoup de cœur. Quant à moi, j'ébauchai dans mon meilleur latin quelques saluts cordiaux. Puis nous nous mîmes en selle et M. Fridriksson me lança, avec son dernier adieu, ce vers que Virgile semblait avoir fait pour nous, voyageurs incertains de la route. Et quacunque viam, dederit fortuna sequamur. Fin du chapitre 11, enregistré par Amy. Chapitre 12 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Amy. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 12. Nous étions partis par un temps couvert, mais fixe. Pas de fatigante chaleur à redouter, ni pluie désastreuse, un temps de touriste. Le plaisir de courir à cheval à travers un pays inconnu me rendait de faciles compositions sur le début de l'entreprise. J'étais tout entier au bonheur de l'excursionniste fait de désir et de liberté.
je commençais à prendre mon parti de l'affaire. D'ailleurs, me disais-je, qu'est-ce que je risque? De voyager au milieu du pays le plus curieux? De gravir une montagne fort remarquable? Ou pis aller de descendre au fond d'un cratère éteint? Il est bien évident que ce Saknussemm n'a pas fait autre chose. Quant à l'existence d'une galerie qui aboutisse au centre du globe, pure imagination, pure impossibilité. Donc ce qu'il y a de bon à prendre de cette expédition, prenons-le et sans marchander. Ce raisonnement à peine achevé, nous avions quitté Reykjavik. Hans marchait en tête, d'un pas rapide, égal et continu. Les 2 chevaux, chargés de nos bagages, le suivaient, sans qu'il fût nécessaire de les diriger. Mon oncle et moi, nous venions ensuite, et vraiment sans faire trop mauvaise figure, sur nos bêtes, petites mais vigoureuses. L'Islande est une des grandes îles de l'Europe. Elle mesure 1400 milles de surface et ne compte que 60 000 habitants. Les géographes l'ont divisée en 4 quartiers, et nous avions à traverser, presque obliquement, celui qui porte le nom de pays du quart du sud-ouest. Sudvestre Fjordungr. Hans, en laissant Reykjavik, avait immédiatement suivi les bords de la mer. Nous traversions de maigres pâturages qui se donnaient bien du mal pour être verts. Le jaune réussissait mieux. Les sommets rugueux des masses trachytiques s'estompaient à l'horizon, dans les brumes de l'est. Par moments, quelques plaques de neige, concentrant la lumière diffuse, resplendissaient sur le versant des cimes éloignées. Certains pics plus hardiment dressés trouaient les nuages gris et réapparaissaient au-dessus des vapeurs mouvantes, semblables à des écueils émergés en plein ciel. Souvent, ces chaînes de rocs arides faisaient une pointe vers la mer et mordaient sur le pâturage. Mais il restait toujours une place suffisante pour passer. Nos chevaux, d'ailleurs, choisissaient d'instinct les endroits propices sans jamais ralentir leur marche. Mon oncle n'avait pas même la consolation d'exciter sa monture de la voix ou du fouet. Il ne lui était pas permis d'être impatient. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en le voyant si grand sur son petit cheval. Et comme ses longues jambes rasaient le sol, il ressemblait à un centaure à 6 pieds. « bonne bête, disait-il. Tu verras, Axel, que pas un animal ne l'emporte en intelligence sur le cheval islandais. Neige, tempête, chemin impraticable, rochers, glaciers, rien ne l'arrête. Il est brave, il est sobre, il est sûr. Jamais un faux pas, jamais une réaction. Qu'il se présente quelques rivières, quelques fjords à traverser, et il s'en présentera. Tu le verras sans hésiter se jeter à l'eau, comme un amphibie, et gagner le bord opposé. Mais ne le brusquons pas, laissons-le agir, et nous ferons, l'un portant l'autre, nos 10 lieues par jour. Nous, sans doute, répondis-je, mais le guide. Oh, il ne m'inquiète guère. Ces gens-là, cela marche sans s'en apercevoir. Celui-ci se remue si peu qu'il ne doit pas se fatiguer. D'ailleurs, au besoin, je lui céderai ma monture. Les crampes me prendraient bientôt si je ne me donnais pas quelques mouvements. Les bras vont bien, mais il faut songer aux jambes. Cependant, nous avancions d'un pas rapide. Le pays était déjà à peu près désert. Ça et là, une ferme isolée, quelques boers solitaires. Note de l'auteur. Boer, maison du paysan islandais. Fin de la note. Apparaissait comme un mendiant au bord d'un chemin creux. Ces huttes délabrées avaient l'air d'implorer la charité des passants, et pour un peu, on leur eût fait l'aumône. Dans ce pays, les routes, les sentiers même, manquaient absolument, et la végétation, si lente qu'elle fût, avait vite fait effacer le pas des rares voyageurs. Pourtant, cette partie de la province, située à 2 pas de sa capitale, comptait parmi les portions habitées et cultivées de l'Islande. Qu'étaient alors les contrées plus désertes que ce désert? Un demi-mille franchi, nous n'avions encore rencontré ni un fermier sur la porte de sa chaumière, ni un berger sauvage paissant un troupeau moins sauvage que lui. Seulement quelques vaches et des moutons abandonnés à eux-mêmes. Que seraient donc les régions convulsionnées, bouleversées par les phénomènes éruptifs, nés des explosions volcaniques et des commotions souterraines? Nous étions destinés à les connaître plus tard.
mais en consultant la carte d'Olsen, je vis qu'on les évitait en longeant la sinueuse lisière du rivage. En effet, le grand mouvement plutonique s'est concentré surtout à l'intérieur de l'île. Là, les couches horizontales de roches superposées, appelées traps en langue scandinave, les bancs de trachytique, les éruptions de basalte, de tufs et de tous les conglomérats volcaniques, les coulées de lave et de porphyre en fusion, ont fait un pays d'une surnaturelle horreur. Je ne me doutais guère alors du spectacle qui nous attendait à la presqu'île du Sneffels, où ces dégâts d'une nature fougueuse forment un formidable chaos. 2 heures après avoir quitté Reykjavik, nous arrivions au bourg de Gufun, appelé Aoalkirkja ou église principale. Il n'offrait rien de remarquable, quelques maisons seulement, à peine de quoi faire un hameau de l'Allemagne. Hans s'y arrêta une demi-heure. Il partagea notre frugal déjeuner, répondit par oui et par non aux questions de mon oncle sur la nature de la route, et lorsqu'on lui demanda en quel endroit il comptait passer la nuit, « Gardère », dit-il seulement. Je consultai la carte pour savoir ce qu'était Gardère. Je vis une bourgade de ce nom sur les bords du Valjord, à 4 milles de Reykjavik. Je la montrai à mon oncle. « 4 milles seulement, dit-il. 4 milles sur 22, voilà une jolie promenade. » Il voulut faire une observation au guide, qui, sans lui répondre, reprit la tête des chevaux et se remit en marche. 3 heures plus tard, toujours en foulant le gazon décoloré des pâturages, il fallut contourner le Kollafjord, détour plus facile et moins long qu'une traversée de ce golfe. Bientôt nous entrions dans un Pingstauer, lieu de juridiction communale, nommé Ejulberg, et dont le clocher eût sonné midi si les églises islandaises avaient été assez riches pour posséder une horloge. Mais elles ressemblent fort à leurs paroissiens, qui n'ont pas de montre et qui s'en passent. Là, les chevaux furent rafraîchis, puis prenant par un rivage resserré, entre une chaîne de collines et la mer, ils nous portèrent d'une traite à l'Aoalkirkja de Brantar, et 1 mille plus loin, à Zaurboer Annexia, église annexe, située sur la rive méridionale du Valfjord. Il était alors 4 heures du soir, nous avions franchi 4 milles. Note de l'auteur, 4 milles, 8 lieues. Fin de la note. Le fjord était large en cet endroit, d'une demi-mille au moins. Les vagues déferlaient avec bruit sur les rocs aigus. Ce golfe s'évasait entre des murailles de rochers, sorte d'escarpe à pic haute de 3000 pieds, et remarquable par ses couches brunes que séparaient des lits de tuf d'une nuance rougeâtre. Quelle que fût l'intelligence de nos chevaux, je n'augurais pas bien de la traversée d'un véritable bras de mer opéré sur le dos d'un quadrupède. S'ils sont intelligents, dis-je, ils n'essayeront point de passer. En tout cas, je me charge d'être intelligent pour eux. Mais mon oncle ne voulait pas attendre. Il piqua des 2 vers le rivage. Sa monture vint flairer la dernière ondulation des vagues et s'arrêta. Mon oncle, qui avait son instinct à lui, la pressa d'avancer. Nouveau refus de l'animal qui secoua la tête. Alors jurons et coups de fouet, mais ruade de la bête qui commença à désarçonner son cavalier. Enfin le petit cheval, ployant ses jarrets, se retira des jambes du professeur et le laissa tout droit planté sur 2 pierres du rivage comme le colosse de Rhodes. « Ah, maudit animal !» s'écria le cavalier, subitement transformé en piéton et honteux comme un officier de cavalerie qui passerait fantassin. « Farja !» fit le guide en lui touchant l'épaule. « Quoi ? Un bac !»« Der !» répondit Hans en montrant un bateau. « Oui, m'écriai-je, il y a un bac. »« Il fallait donc le dire. Eh bien, en route !»« Tidvatten !» reprit le guide. « Que dit-il ?»« Il dit marée, » répondit mon oncle en me traduisant le mot danois. « Sans doute, il faut attendre la marée. »« Furbida ?» demanda mon oncle. « Ja !» répondit Hans. Mon oncle frappa du pied, tandis que les chevaux se dirigeaient vers le bac. Je compris parfaitement la nécessité d'attendre un certain instant de la marée pour entreprendre la traversée du fjord, celui où la mer, arrivée à sa plus grande hauteur, est étale. Alors le flux et le reflux n'ont aucune action sensible, et le bac ne risque pas d'être entraîné soit au fond du golfe, soit en plein océan.
L'instant favorable n'arriva qu'à 6 heures du soir. Mon oncle, moi, le guide, 2 passeurs et les 4 chevaux, nous avions pris place dans une sorte de barque plate assez fragile. Habitué que j'étais au bac à vapeur de l'Elbe, je trouvais les rames des bateliers un triste engin mécanique. Il fallut plus d'1 heure pour traverser le fjord. Mais enfin, le passage se fit sans accident. Une demi-heure après, nous atteignions l'Aualkirkja de Gardær. Fin du chapitre 12, enregistré par Amy. Chapitre 13 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Amy. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 13. Il aurait dû faire nuit, mais sous le 65e parallèle, la clarté diurne des régions polaires ne devait pas m'étonner. En Islande, pendant les mois de juin et juillet, le soleil ne se couche pas. Néanmoins, la température s'était abaissée. J'avais froid et surtout faim. Bienvenu fut le beau air qui s'ouvrit hospitalièrement pour nous recevoir. C'était la maison d'un paysan, mais en fait d'hospitalité, elle valait celle d'un roi. À notre arrivée, le maître vint nous tendre la main, et sans plus de cérémonie, il nous fit signe de le suivre. Le suivre, en effet, car la compagnie eût été impossible. Un passage long, étroit, obscur, donnait accès dans cette habitation construite en poutres à peine équarries et permettait d'arriver à chacune des chambres. Celles-ci étaient au nombre de 4. La cuisine, l'atelier de tissage, la Badstoffe, chambre à coucher de la famille, et, la meilleure entre toutes, la chambre des étrangers. Mon oncle, à la taille duquel on n'avait pas songé en bâtissant la maison, ne manqua pas de donner 3 ou 4 fois de la tête contre les saillies du plafond. On nous introduisit dans notre chambre, sorte de grande salle avec un sol de terre battue, éclairée d'une fenêtre dont les vitres étaient faites de membranes de mouton assez peu transparentes. La literie se composait de fourrages secs, jetés dans 2 cadres de bois peints en rouge et ornés de sentences islandaises. Je ne m'attendais pas à ce confortable. Seulement il régnait dans cette maison une forte odeur de poisson sec, de viande macérée et de lait aigre, dont mon odorat se trouvait assez mal. Lorsque nous eûmes mis de côté notre harnachement de voyageurs, la voix de l'hôte se fit entendre, qui nous conviait à passer dans la cuisine, seule pièce où l'on fit du feu, même par les plus grands froids. Mon oncle se hâta d'obéir à cette amicale injonction. Je le suivis. La cheminée de la cuisine était d'un motel antique. Au milieu de la chambre, une pierre pour tout foyer. Au toit, un trou par lequel s'échappait la fumée. Cette cuisine servait aussi de salle à manger. À notre entrée, l'hôte, comme s'il ne nous avait pas encore vus, nous salua du mot « salvertu », qui signifie « soyez heureux », et il vint nous baiser sur la joue. Sa femme, après lui, prononça les mêmes paroles, accompagnées du même cérémonial. Puis les 2 époux, plaçant la main droite sur leur cœur, s'inclinèrent profondément. Je me hâte de dire que l'Islandaise était mère de 19 enfants, tous grands et petits, grouillant pêle-mêle au milieu des volutes de fumée dont le foyer remplissait la chambre. À chaque instant, j'apercevais une petite tête blonde et un peu mélancolique sortir de ce brouillard. On eût dit une guirlande d'anges insuffisamment débarbouillée. Mon oncle et moi, nous fîmes très bon accueil à cette couvée. Et bientôt, il y eut 3 ou 4 de ces marmots sur nos épaules, autant sur nos genoux, et le reste entre nos jambes. Ceux qui parlaient répétaient « salvertu » dans tous les tons imaginables. Ceux qui ne parlaient pas, on n'en criait que mieux. Ce concert fut interrompu par l'annonce du repas. En ce moment rentra le chasseur, qui venait de pourvoir à la nourriture des chevaux, c'est-à-dire qu'il les avait économiquement lâchés à travers les champs. Les pauvres bêtes devaient se contenter de brouter la mousse rare des rochers, quelques fucus peu nourrissants, et le lendemain elles ne manqueraient pas de venir d'elles-mêmes reprendre le travail de la veille. « Ça est le vertu » fit Hans en entrant. Puis tranquillement,
automatiquement, sans qu'un baiser fût plus accentué que l'autre, il embrassa l'hôte, l'hôtesse et leurs 19 enfants. La cérémonie terminée, on se mit à table, au nombre de 24, et par conséquent les uns sur les autres, dans le véritable sens de l'expression. Les plus favorisés n'avaient que 2 marmots sur les genoux. Cependant le silence se fit dans ce petit monde à l'arrivée de la soupe. Et la taciturnité, naturelle, même aux gamins islandais, reprit son empire. L'hôte nous servit une soupe au lichen et point désagréable, puis une énorme portion de poisson sec nageant dans du beurre aigri depuis 20 ans, et par conséquent bien préférable au beurre frais, d'après les idées gastronomiques de l'Islande. Il y avait avec cela du skyr, sorte de lait caillé, accompagné de biscuits, et relevé par du jus de baie de genièvre. Enfin, pour boisson, du petit lait mêlé d'eau, nommé blanda dans le pays. Si cette singulière nourriture était bonne ou non, c'est ce dont je ne pus juger. J'avais faim, et au dessert, j'avalai jusqu'à la dernière bouchée une épaisse bouillie de sarrasin. Le repas terminé, les enfants disparurent. Les grandes personnes entourèrent le foyer, où brûlaient de la tourbe, des bruyères, du fumier de vache et des os de poisson desséchés. Puis, après cette prise de chaleur, les divers groupes regagnèrent leurs chambres respectives. L'hôtesse offrit de nous retirer, suivant la coutume, nos bas et nos pantalons. Mais sur un refus des plus gracieux de notre part, elle n'insista pas, et je pus enfin me blottir dans ma couche de fourrage. Le lendemain à 5 heures, nous faisions nos adieux aux paysans islandais. Mon oncle eut beaucoup de peine à lui faire accepter une rémunération convenable, et Hans se donna le signal du départ. À 100 pas de Gardère, le terrain commença à changer d'aspect. Le sol devint marécageux et moins favorable à la marche. Sur la droite, la série des montagnes se prolongeait indéfiniment, comme un immense système de fortification naturelle, dont nous suivions la contrescarpe. Souvent des ruisseaux se présentaient à franchir, qu'il fallait nécessairement passer à gué, et sans trop mouiller les bagages. Le désert se faisait de plus en plus profond. Quelquefois, cependant, une ombre humaine semblait fuir au loin. Si les détours de la route nous rapprochaient inopinément de l'un de ces spectres, j'éprouvais un dégoût soudain à la vue d'une tête gonflée, à peau luisante, dépourvue de cheveux, et de plaies repoussantes que trahissaient les déchirures de misérables haillons. La malheureuse créature ne venait pas tendre sa main déformée. Elle se sauvait au contraire, mais pas si vite que Hans ne l'eût salué du « salvertu » habituel. « Spételsk » disait-il. « Un lépreux » répétait mon oncle. Et ce mot seul produisait son effet répulsif. Cette horrible affection de la lèpre est assez commune en Islande. Elle n'est pas contagieuse, mais héréditaire. Aussi le mariage est-il interdit à ces misérables. Ces apparitions n'étaient pas de nature à égayer le paysage, qui devenait profondément triste. Les dernières touffes d'herbe venaient mourir sous nos pieds. Pas un arbre, si ce n'est quelques bouquets de bouleaux nains, semblables à des broussailles. Pas un animal, sinon quelques chevaux, de ceux que leur maître ne pouvait nourrir, et qui erraient sur les mornes plaines. Parfois un faucon planait dans les nuages gris et s'enfuyait à tire-d'aile vers les contrées du sud. Je me laissais aller à la mélancolie de cette nature sauvage, et mes souvenirs me ramenaient à mon pays natal. Il fallut bientôt traverser plusieurs petits fjords sans importance, et enfin un véritable golfe. La marée étale alors nous permit de passer sans attendre, et de gagner le hameau d'Alftan, situé 1 mille au-delà. Le soir, après avoir coupé à gué 2 rivières riches en truites et en brochets, l'Alfa et l'État, nous fûmes obligés de passer la nuit dans une masure abandonnée, digne d'être hantée par tous les lutins de la mythologie scandinave. À coup sûr, le génie du froid y avait élu domicile, et il fit des siennes pendant toute la nuit. La journée suivante ne présenta aucun incident particulier. Toujours même sol marécageux, même uniformité, même physionomie triste. Le soir, nous avions franchi la moitié de la distance à parcourir, et nous couchions à l'annexia de Kreusolpt. Le 19 juin,
Pendant 1 000 environ, un terrain de lave s'étendit sous nos pieds. Cette disposition du sol est appelée Haron dans le pays. La lave ridée à la surface affectait des formes de câbles, tantôt allongés, tantôt roulés sur eux-mêmes. Une immense coulée descendait des montagnes voisines, volcan actuellement éteint, mais dont ces débris attestaient la violence passée. Cependant, quelques fumées de sources chaudes rampaient çà et là. Le temps nous manquait pour observer ces phénomènes. Il fallait marcher. Bientôt, le sol marécageux reparut sous le pied de nos montures. De petits lacs l'entrecoupaient. Notre direction était alors à l'ouest. Nous avions en effet tourné la grande baie de Faxa, et la double cime blanche du Sneffels se dressait dans les nuages à moins de 5 000. Les chevaux marchaient bien. Les difficultés du sol ne les arrêtaient pas. Pour mon compte, je commençais à devenir très fatigué. Mon oncle demeurait ferme et droit, comme au premier jour. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer, à l'égal du chasseur, qui regardait cette expédition comme une simple promenade. Le samedi 20 juin, à 6 heures du soir, nous atteignions Budir, bourgade située sur le bord de la mer, et le guide réclamait sa paye convenue. Mon oncle régla avec lui. Ce fut la famille même de Hans, c'est-à-dire ses oncles et cousins germains, qui nous offrit l'hospitalité. Nous fûmes bien reçus, et sans abuser des bontés de ces braves gens, je me serais volontiers refait chez eux des fatigues du voyage. Mais mon oncle, qui n'avait rien à refaire, ne l'entendait pas ainsi, et le lendemain il fallut enfourcher de nouveau nos bonnes bêtes. Le sol se ressentait du voisinage de la montagne, dont les racines de granit sortaient de terre, comme celles d'un vieux chêne. Nous contournions l'immense base du volcan. Le professeur ne le perdait pas des yeux. Il gesticulait. Il semblait le prendre au défi et dire « Voilà donc le géant que je vais dompter. » Enfin, après 24 heures de marche, les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes à la porte du presbytère de Stapi. Fin du chapitre 13, enregistré par Amy. Chapitre 14 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Amy. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 14. Stapi est une bourgade formée d'une trentaine de huttes et bâtie en pleine lave sous les rayons du soleil réfléchis par le volcan. Elle s'étend au fond d'un petit fjord encaissé dans une muraille du plus étrange effet. On sait que le basalte est une roche brune d'origine ignée. Elle affecte des formes régulières qui surprennent par leur disposition. Ici, la nature procède géométriquement et travaille à la manière humaine, comme si elle eût manié l'équerre, le compas et le fil à plomb. Si partout ailleurs elle fait de l'art, avec ses grandes masses jetées sans ordre, ses cônes à peine ébauchés, ses pyramides imparfaites, avec la bizarre succession de ses lignes, ici, voulant donner l'exemple de la régularité et précédant les architectes des premiers âges, elle a créé un ordre sévère que ni les splendeurs de Babylone, ni les merveilles de la Grèce n'ont jamais dépassé. J'avais bien entendu parler de la chaussée des géants en Irlande et de la grotte de Fingal dans l'une des Hébrides, mais le spectacle d'une substruction basaltique ne s'était pas encore offert à mes regards. Or, à Stapi, ce phénomène apparaissait dans toute sa beauté. La muraille du fjord, comme toute la côte de la presqu'île, se composait d'une suite de colonnes verticales, hautes de 30 pieds. Ces fûts droits et d'une proportion pure supportaient une archivolte, faite de colonnes horizontales, dont le surplombement formait demi-voûte au-dessus de la mer. À de certains intervalles, et sous cet implovium naturel, l'œil surprenait des ouvertures ogivales d'un dessin admirable, à travers lesquelles les flots du large venaient se précipiter en écumant. Quelques tronçons de basalte, arrachés par les fureurs de l'océan,
s'allongeaient sur le sol comme les débris d'un temple antique, ruines éternellement jeunes sur lesquelles passaient les siècles sans les entamer. Telle était la dernière étape de notre voyage terrestre. Hans nous y avait conduits avec intelligence, et je me rassurais un peu en songeant qu'il devait nous accompagner encore. En arrivant à la porte de la maison du recteur, simple cabane basse, ni plus belle ni plus confortable que ses voisines, je vis un homme en train de ferrer un cheval, le marteau à la main et le tablier de cuir aux reins. « Sale vertu, lui dit le chasseur. « God dark, répondit le maréchal Ferrand en parfait danois. « Kirkoherde, fit Hans en se tournant vers mon oncle. « Le recteur, répéta ce dernier. « Il paraît, Axel, que ce brave homme est le recteur. » Pendant ce temps, le guide mettait le Kirkoherde au courant de la situation. Celui-ci, suspendant son travail, poussa une sorte de cri en usage sans doute entre chevaux et maquignons, et aussitôt une grande mégère sortit de la cabane. Si elle ne mesurait pas 6 pieds de haut, il ne s'en fallait guère. Je craignais qu'elle ne vînt offrir aux voyageurs le baiser islandais, mais il n'en fut rien, et même elle mit assez peu de bonne grâce à nous introduire dans sa maison. La chambre des étrangers me parut être la plus mauvaise du presbytère, étroite, sale et infecte. Il fallut s'en contenter. Le recteur ne semblait pas pratiquer l'hospitalité antique. Loin de là. Avant la fin du jour, je vis que nous avions affaire à un forgeron, à un pêcheur, à un chasseur, à un charpentier, et pas du tout à un ministre du Seigneur. Nous étions en semaine, il est vrai. Peut-être se rattrapait-il le dimanche. Je ne veux pas dire du mal de ces pauvres prêtres qui, après tout, sont fort misérables. Ils reçoivent du gouvernement danois un traitement ridicule, et perçoivent le quart de la dîme de leur paroisse, ce qui ne fait pas une somme de 60 marcs courants. Note de l'auteur, monnaie de Hambourg, 30 francs environ. Fin de la note. De là, nécessité de travailler pour vivre. Mais à pêcher, à chasser, à ferrer des chevaux, on finit par prendre les manières, le ton et les mœurs des chasseurs, des pêcheurs et autres gens un peu rudes. Le soir même, je m'aperçus que notre hôte ne comptait pas la sobriété au nombre de ses vertus. Mon oncle comprit vite à quel genre d'homme il avait affaire. Au lieu d'un brave et digne savant, il trouvait un paysan, lourd et grossier. Il résolut donc de commencer au plus tôt sa grande expédition et de quitter cette cure peu hospitalière. Il ne regardait pas à ses fatigues et résolut d'aller passer quelques jours dans la montagne. Les préparatifs de départ furent donc faits dès le lendemain de notre arrivée à Stapi. Hans loua les services de 3 Islandais pour remplacer les chevaux dans le transport des bagages. Mais une fois arrivés au fond du cratère, ces indigènes devaient rebrousser chemin et nous abandonner à nous-mêmes. Ce point fut parfaitement arrêté. À cette occasion, mon oncle dut apprendre aux chasseurs que son intention était de poursuivre la reconnaissance du volcan jusqu'à ses dernières limites. Hans se contenta d'incliner la tête. Aller là ou ailleurs, s'enfoncer dans les entrailles de son île ou la parcourir, il n'y voyait aucune différence. Quant à moi, distrait jusqu'alors par les incidents du voyage, j'avais un peu oublié l'avenir. Mais maintenant je sentais l'émotion me reprendre de plus belle. Qu'y faire, si j'avais pu tenter de résister au professeur Lidenbrock? C'était à Hambourg, et non au pied du Sneffels. Une idée entre toutes me tracassait fort, idée effrayante, et faite pour ébranler des nerfs moins sensibles que les miens. Voyons, me disais-je, nous allons gravir le Sneffels. Bien. Nous allons visiter son cratère. Bon, d'autres l'ont fait qui n'en sont pas morts. Mais ce n'est pas tout. S'il se présente un chemin pour descendre dans les entrailles du sol, si ce malencontreux Saknussemm m'a dit vrai, nous allons nous perdre au milieu des galeries souterraines du volcan. Or, rien n'affirme que le Sneffels ne soit éteint, qui prouve qu'une éruption ne se prépare pas. De ce que le monstre dort depuis 1229, s'ensuit-il qu'il ne puisse se réveiller? Et s'il se réveille, qu'est-ce que nous deviendrons? Cela demandait la peine d'y réfléchir, et j'y réfléchissais. Je ne pouvais dormir sans rêver d'éruption. Or, le rôle de scorie me paraissait assez brutal à jouer. Enfin, je n'y tins plus. Je résolus de soumettre le cas à mon oncle le plus adroitement possible,
est sous la forme d'une hypothèse parfaitement irréalisable. J'allais le trouver. Je lui fis part de mes craintes, et je me reculai pour le laisser éclater à son aise. J'y pensais, répondit-il simplement. Que signifiaient ces paroles? Allait-il donc entendre la voix de la raison? Songeait-il à suspendre ses projets? C'eût été trop beau pour être possible. Après quelques instants de silence, pendant lesquels je n'osais l'interroger, il reprit en disant « J'y pensais. Depuis notre arrivée à Stapi, je me suis préoccupé de la grave question que tu viens de me soumettre. Car il ne faut pas agir en imprudent. »« Non, répondis-je avec force. Il y a 600 ans que le Sneffels est muet, mais il peut parler. Or les éruptions sont toujours précédées par des phénomènes parfaitement connus. J'ai donc interrogé les habitants du pays, j'ai étudié le sol, et je puis te le dire, Axel, il n'y aura pas d'éruption. » À cette affirmation, je restai stupéfait, et je ne pus répliquer. « Tu doutes de mes paroles » dit mon oncle. « Eh bien, suis-moi. » J'obéis machinalement. En sortant du presbytère, le professeur prit un chemin direct, qui par une ouverture de la muraille basaltique s'éloignait de la mer. Bientôt nous étions en rase campagne, si l'on peut donner ce nom à un amoncellement immense de déjections volcaniques. Le pays paraissait comme écrasé sous une pluie de pierres énormes, de trappes, de basalte, de granit et de toutes les roches pyroxéniques. Je voyais çà et là des fumerolles monter dans les airs. Ces vapeurs blanches, nommées reykir en langue islandaise, venaient des sources thermales et elles indiquaient par leur violence l'activité volcanique du sol. Cela me paraissait justifier mes craintes. Aussi je tombai de mon haut, quand mon oncle me dit « Tu vois toutes ces fumées, Axel? Eh bien, elles prouvent que nous n'avons rien à redouter des fureurs du volcan. »« Par exemple, m'écriai-je. »« Retiens bien ceci, reprit le professeur. Aux approches d'une éruption, ces fumerolles redoublent d'activité pour disparaître complètement pendant la durée du phénomène, car les fluides élastiques, n'ayant plus la tension nécessaire, prennent le chemin des cratères au lieu de s'échapper à travers les fissures du globe. Si donc ces vapeurs se maintiennent dans leur état habituel, si leur énergie ne s'accroît pas, si tu ajoutes à cette observation que le vent, la pluie ne sont pas remplacés par un air lourd et calme, tu peux affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption prochaine. Mais assez. Quand la science a prononcé, il n'y a plus qu'à se taire. Je revins à la cure l'oreille basse. Mon oncle m'avait battu avec des arguments scientifiques. Cependant, j'avais encore un espoir, c'est qu'une fois arrivé au fond du cratère, il serait impossible, faute de galeries, de descendre plus profondément, et cela en dépit de tous les Saknussemm du monde. Je passai la nuit suivante en plein cauchemar au milieu d'un volcan et des profondeurs de la terre. Je me sentis lancé dans les espaces planétaires sous la forme de roches éruptives. Le lendemain, 23 juin, Hans nous attendait, avec ses compagnons chargés des vivres, des outils et des instruments. 2 bâtons ferrés, 2 fusils, 2 cartouchières étaient réservés à mon oncle et à moi. Hans, en homme de précaution, avait ajouté à nos bagages une autre plaine qui, jointe à nos gourdes, nous assurait de l'eau pour 8 jours. Il était 9 heures du matin. Le recteur et sa haute mégère attendaient devant leur porte. Ils voulaient sans doute nous adresser l'adieu suprême de l'hôte aux voyageurs. Mais cet adieu prit la forme inattendue d'une note formidable, où l'on comptait jusqu'à l'air de la maison pastorale, air infect, j'ose le dire. Ce digne couple nous rançonnait comme un aubergiste suisse et portait à un beau prix son hospitalité surfaite. Mon oncle paya sans marchander. Un homme qui partait pour le centre de la terre ne regardait pas à quelques rixdales. Ce point réglé, Hans donna le signal du départ, et quelques instants après, nous avions quitté Stapi. Fin du chapitre 14, enregistré par Amy. Chapitre 15 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 15 Le Sneffels est haut de 5000 pieds. Il termine, par son double cône,
une bande trachytique qui se détache du système orographique de l'île. De notre point de départ, on ne pouvait voir ces deux pics se profiler sur le fond grisâtre du ciel. J'apercevais seulement une énorme calotte de neige abaissée sur le front du géant. Nous marchions en file, précédés du chasseur. Celui-ci remontait d'étroits sentiers où deux personnes n'auraient pas pu aller de front. Toute conversation devenait donc à peu près impossible. Au-delà de la muraille basaltique du fjord de Stapi se présenta d'abord un sol de tourbe herbacée et fibreuse, résidu de l'antique végétation des marécages de la presqu'île. La masse de ce combustible encore inexploité suffirait à chauffer pendant un siècle toute la population de l'Islande. Cette vaste tourbière, mesurée du fond de certains ravins, avait souvent 70 pieds de haut et présentait des couches successives de détritus carbonisés séparés par des feuillets de tuf ponceux. En véritable neveu du professeur Lidenbrock, et malgré mes préoccupations, j'observais avec intérêt les curiosités minéralogiques étalées dans ce vaste cabinet d'histoire naturelle. En même temps, je refaisais dans mon esprit toute l'histoire géologique de l'Islande. Cette île, si curieuse, est évidemment sortie du fond des eaux à une époque relativement moderne. Peut-être même s'élève-t-elle encore par un mouvement insensible. S'il en est ainsi, on ne peut attribuer son origine qu'à l'action des feux souterrains. Donc, dans ce cas, la théorie de Humphrey Davy, le document de Saknussemm, les prétentions de mon oncle, tout s'en allait en fumée. Cette hypothèse me conduisit à examiner attentivement la nature du sol, et je me rendis bientôt compte de la succession des phénomènes qui présidèrent à la formation de l'île. L'Islande, absolument privée de terrain sédimentaire, se compose uniquement de tufs volcaniques, c'est-à-dire d'un agglomérat de pierres et de roches d'une texture poreuse. Avant l'existence des volcans, elle était faite d'un massif trappéen, lentement soulevé au-dessus des flots par la poussée des forces centrales. Les feux intérieurs n'avaient pas encore fait irruption au dehors. Mais, plus tard, une large fente se creusa diagonalement du sud-ouest au nord-ouest de l'île, par laquelle s'épancha peu à peu toute la pâte trachytique. Le phénomène s'accomplissait alors sans violence. L'issue était énorme, et les matières fondues, rejetées des entrailles du globe, s'étendirent tranquillement en vastes nappes ou en masses mamelonnées. À cette époque apparurent les feldspaths, les syénites et les porphyres. Mais, grâce à cet épanchement, l'épaisseur de l'île s'accrut considérablement, et, par suite, sa force de résistance. On conçoit quelle quantité de fluides élastiques s'emmagasina dans son sein lorsqu'elle n'offrit plus aucune issue, après le refroidissement de la croûte trachytique. Il arriva donc un moment où la puissance mécanique de ces gaz fut telle qu'ils soulevèrent la lourde écorce et se creusèrent de hautes cheminées. De là le volcan fait du soulèvement de la croûte, puis le cratère subitement troué au sommet du volcan. Alors aux phénomènes éruptifs succédèrent les phénomènes volcaniques. Par les ouvertures nouvellement formées s'échappèrent d'abord les déjections basaltiques, dont la plaine que nous traversions en ce moment offrait à nos regards les plus merveilleux spécimens. Nous marchions sur ces roches pesantes d'un gris foncé que le refroidissement avait moulées en prismes à base hexagone. Au loin se voyait un grand nombre de cônes aplatis, qui furent jadis autant de bouches ignivomes. Puis, l'éruption basaltique épuisée, le volcan, dont la force s'accrut de celle des cratères éteints, donna passade aux laves et à ces tufs de cendres et de scories dont j'apercevais les longues coulées éparpillées sur ses flancs comme une chevelure opulente. Telle fut la succession des phénomènes qui constituèrent l'Islande. Tous provenaient de l'action des feux intérieurs, et supposer que la masse interne ne demeurait pas dans un état permanent d'incandescente liquidité, c'était folie. Folie surtout de prétendre atteindre le centre du globe. Je me rassurai donc sur l'issue de notre entreprise, tout en marchant à l'assaut du Sneffels. La route devenait de plus en plus difficile. Le sol montait, les éclats de roche s'ébranlaient, et il fallait la plus scrupuleuse attention
pour éviter des chutes dangereuses. Hans s'avançait tranquillement comme sur un terrain uni. Parfois il disparaissait derrière les grands blocs, et nous le perdions de vue momentanément. Alors un sifflement aigu, échappé de ses lèvres, indiquait la direction à suivre. Souvent aussi il s'arrêtait, ramassait quelques débris de rocs, les disposait d'une façon reconnaissable, et formait ainsi des amers destinés à indiquer la route du retour. Précaution bonne en soi, mais que les événements futurs rendirent inutile. 3 fatigantes heures de marche nous avaient amenés seulement à la base de la montagne. Là, Hans fit signe de s'arrêter, et un déjeuner sommaire fut partagé entre tous. Mon oncle mangeait les morceaux doubles pour aller plus vite. Seulement, cette halte de réfection étant aussi une halte de repos, il dut attendre le bon plaisir du guide, qui donna le signal du départ 1 heure après. Les 3 Islandais, aussi taciturnes que leur camarade le chasseur, ne prononcèrent pas un seul mot et mangèrent sobrement. Nous commencions maintenant à gravir les pentes du Sneffels. Son neigeux sommet, par une illusion d'optique fréquente dans les montagnes, me paraissait fort rapproché, et cependant que de longues heures avant de l'atteindre. Quelle fatigue surtout! Les pierres qu'aucun ciment de terre, aucune herbe ne liait entre elles, s'éboulaient sous nos pieds et allaient se perdre dans la plaine avec la rapidité d'une avalanche. En de certains endroits, les flancs du mont faisaient avec l'horizon un angle de 36 degrés au moins. Il était impossible de les gravir, et ces raidillons pierreux devaient être tournés, non sans difficulté. Nous nous prêtions alors un mutuel secours à l'aide de nos bâtons. Je dois dire que mon oncle se tenait près de moi le plus possible. Il ne me perdait pas de vue, et en mainte occasion son bras me fournit un solide appui. Pour son compte, il avait sans doute le sentiment inné de l'équilibre, car il ne bronchait pas. Les Islandais, quoique chargés, grimpaient avec une agilité de montagnards. À voir la hauteur de la cime du Sneffels, il me semblait impossible qu'on pût l'atteindre de ce côté, si l'angle d'inclinaison des pentes ne se fermait pas. Heureusement, après 1 heure de fatigues et de tours de force, au milieu du vaste tapis de neige développé sur la croupe du volcan, une sorte d'escalier se présenta inopinément, qui simplifia notre ascension. Il était formé par l'un de ces torrents de pierres rejetés par les éruptions et dont le nom islandais est Stina. Si ce torrent n'eût pas été arrêté dans sa chute par la disposition des flancs de la montagne, il serait allé se précipiter dans la mer et former des îles nouvelles. Tel il était, tel il nous servit fort. La raideur des pentes s'accroissait, mais ces marches de pierre permettaient de les gravir aisément, et si rapidement même qu'étant resté un moment en arrière pendant que mes compagnons continuaient leur ascension, je les aperçus déjà réduits, par l'éloignement, à une apparence microscopique. À 7 heures du soir, nous avions monté les 2000 marches de l'escalier, et nous dominions une extumescence de la montagne, sorte d'assise, sur laquelle s'appuyait le cône proprement dit du cratère. La mer s'étendait à une profondeur de 3200 pieds. Nous avions dépassé la limite des neiges perpétuelles, assez peu élevée en Islande, par suite de l'humidité constante du climat. Il faisait un froid violent. Le vent soufflait avec force. J'étais épuisé. Le professeur vit bien que mes jambes me refusaient tout service, et, malgré son impatience, il se décida à s'arrêter. Il fit donc signe au chasseur, qui secoua la tête en disant « On fa ». « Il paraît qu'il faut aller plus haut, dit mon oncle. Puis il demanda à Hans le motif de sa réponse. « Mistour », répondit le guide. « Yeah, Mistour », répéta l'un des Islandais d'un ton effrayé. « Que signifie ce mot ?» demandai-je avec inquiétude. « Vois, dit mon oncle. Je portai mes regards vers la plaine. Une immense colonne de pierres ponces pulvérisées, de sable et de poussière s'élevait en tournoyant comme une trombe. Le vent la rabattait sur le flanc du Sneffels, auquel nous étions accrochés. Ce rideau opaque étendu devant le soleil produisait une grande ombre jetée sur la montagne. Si cette ombre s'inclinait, elle devait inévitablement nous enlacer dans ses tourbillons. Ce phénomène, assez fréquent lorsque le vent souffle des glaciers, prend le nom de mistour en langue islandaise.
Hastigt, hastigt s'écria notre guide. Sans savoir le danois, je compris qu'il nous fallait suivre Hans au plus vite. Celui-ci commença à tourner le cône du cratère, mais en biaisant, de manière à faciliter la marche. Bientôt, la trombe s'abattit sur la montagne, qui tressaillit à son choc. Les pierres saisies dans les remous du vent volèrent en pluie comme dans une éruption. Nous étions, heureusement, sur le versant opposé et à l'abri de tout danger. Sans la précaution du guide, nos corps déchiquetés, réduits en poussière, fussent retombés au loin comme le produit de quelque météore inconnu. Cependant, Hans ne jugea pas prudent de passer la nuit sur les flancs du cône. Nous continuâmes notre ascension en zigzag. Les 1500 pieds qui restaient à franchir prirent près de 5 heures. Les détours, les biais et contre-marches mesuraient 3 lieues au moins. Je n'en pouvais plus. Je succombais au froid et à la faim. L'air, un peu raréfié, ne suffisait pas au jeu de mes poumons. Enfin, à 11 heures du soir, en pleine obscurité, le sommet du Sneffels fut atteint, et, avant d'aller m'abriter à l'intérieur du cratère, j'eus le temps d'apercevoir le soleil de minuit au plus bas de sa carrière, projetant ses pâles rayons sur l'île endormie à mes pieds. Fin du chapitre 15. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague. Chapitre 16 de Voyage au centre de la Terre. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 16. Le souper fut rapidement dévoré et la petite troupe se casa de son mieux. La couche était dure, l'abri peu solide, la situation fort pénible, à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant, mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit, l'une des meilleures que j'eusse passées depuis longtemps. Je ne rêvais même pas. Le lendemain, on se réveilla à demi gelé par un air très vif, aux rayons d'un beau soleil. Je quittai ma couche de granit et j'allais jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. J'occupais le sommet de l'un des 2 pics du Sneffels, celui du sud. De là, ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île. L'optique, commune à toutes les grandes hauteurs, en relevait les rivages, tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer. On eût dit qu'une de ces cartes en relief d'Helbesmer s'étalait sous mes pieds. Je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens, les précipices se creuser comme des puits, les lacs se changer en étangs, les rivières se faire ruisseaux. Sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre et les pics multipliés, dont quelques-uns s'empanachaient de fumée légère. Les ondulations de ces montagnes infinies, que leurs couches de neige semblaient rendre écumantes, rappelaient à mon souvenir la surface d'une mer agitée. Si je me retournais vers l'ouest, l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue comme une continuation de ses sommets moutonneux. Où finissait la terre, où commençaient les flots, mon œil le distinguait à peine. Je me plongeais ainsi dans cette prestigieuse extase que donnent les hautes cimes, et cette fois, sans vertige, car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations. Mes regards éblouis se baignaient dans la transparente irradiation des rayons solaires, j'oubliais qui j'étais, où j'étais, pour vivre de la vie des elfes ou des sylphes, imaginaires habitants de la mythologie scandinave. Je m'enivrais de la volupté des hauteurs, sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait me plonger avant peu. Mais je fus ramené au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur et de Hans, qui me rejoignirent au sommet du pic. Mon oncle, se tournant vers l'ouest, m'indiqua de la main une légère vapeur, une brume, une apparence de terre qui dominait la ligne des flots. « Le Groenland, dit-il. « Le Groenland » m'écriai-je. Oui, nous n'en sommes pas à 35 lieues, et, pendant les dégels, les ours blancs arrivent jusqu'à l'Islande, portés sur les glaçons du nord. Mais cela importe peu. Nous sommes au sommet du Sneffels, voici 2 pics, l'un au sud, l'autre au nord. Hans va nous dire de quel nom les Islandais appellent celui qui nous porte en ce moment. La demande formulée, le chasseur répondit « Scartaris ». Mon oncle me jeta un coup d'œil triomphant. « Au cratère », dit-il.
Le cratère du Sneffels représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une demi-lieue de diamètre. Sa profondeur, je l'estimais à 2000 pieds environ. Que l'on juge de l'état d'un pareil récipient lorsqu'il s'emplissait de tonnerres et de flammes. Le fond de l'entonnoir ne devait pas mesurer plus de 500 pieds de tour, de telle sorte que ses pentes assez douces permettaient d'arriver facilement à sa partie inférieure. Involontairement, je comparais ce cratère à un énorme tromblon évasé, et la comparaison m'épouvantait. Descendre dans un tromblon, pensai-je, quand il est peut-être chargé et qu'il peut partir au moindre choc, c'est l'œuvre de fou. Mais je n'avais pas à reculer. Hans, d'un air indifférent, reprit la tête de la troupe. Je le suivis, sans mot dire. Afin de faciliter la descente, Hans décrivait à l'intérieur du cône des ellipses très allongées. Il fallait marcher au milieu des roches éruptives, dont quelques-unes, ébranlées dans leurs alvéoles, se précipitaient en rebondissant jusqu'au fond de l'abîme. Leur chute déterminait des réverbérations d'échos d'une étrange sonorité. Certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs. Hans ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution, sondant le sol de son bâton ferré pour y découvrir les crevasses. À de certains passages douteux, il devint nécessaire de nous lier par une longue corde, afin que celui auquel le pied viendrait à manquer inopinément se trouvât soutenu par ses compagnons. Cette solidarité était chose prudente, mais elle n'excluait pas tout danger. Cependant, et malgré les difficultés de la descente sur des pentes que le guide ne connaissait pas, la route se fit sans accident, sauf la chute d'un ballot de corde qui s'échappa des mains d'un Islandais et alla par le plus court jusqu'au fond de l'abîme. À midi, nous étions arrivés. Je relevai la tête et j'aperçus l'orifice supérieur du cône, dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite, mais presque parfaite. Sur un point seulement se détachait le pic du Scartaris, qui s'enfonçait dans l'immensité. Au fond du cratère s'ouvraient 3 cheminées par lesquelles, au temps des éruptions du Sneffels, le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs. Chacune de ces cheminées avait environ 100 pieds de diamètre. Elles étaient là béantes sous nos pas. Je n'eus pas la force d'y plonger mes regards. Le professeur Lidenbrock, lui, avait fait un examen rapide de leur disposition. Il était haletant. Il courait de l'une à l'autre, gesticulant et lançant des paroles incompréhensibles. Hans et ses compagnons, assis sur des morceaux de lave, le regardaient faire. Ils le prenaient évidemment pour un fou. Tout à coup mon oncle poussa un cri. Je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des 3 gouffres. Mais non. Je l'aperçus, les bras étendus, les jambes écartées, debout devant un roc de granit posé au centre du cratère, comme un énorme piédestal fait pour la statue d'un Pluton. Il était dans la pose d'un homme stupéfait, mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie insensée. « Axel, Axel !» s'écria-t-il. « Viens, viens !» J'accourus. Ni Hans ni les Islandais ne bougèrent. « Regarde !» me dit le professeur. Et, partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, je lus sur la face occidentale du bloc, en caractères runiques à demi rongés par le temps, ce nom 1000 fois maudit. D0, E6, B3, C5, BC, D0, B4, B3, A2, BC, BC, C5, EF. Arne Saknussemm, s'écria mon oncle. Douteras-tu encore? Je ne répondis pas, et je revins consterné à mon banc de lave. L'évidence m'écrasait. Combien de temps demeurai-je ainsi plongé dans mes réflexions? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'en relevant la tête, je vis mon oncle et Hans seuls au fond du cratère. Les Islandais avaient été congédiés, et maintenant ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffels pour regagner Stapi. Hans dormait tranquillement au pied d'un roc, dans une coulée de lave où il s'était fait un lit improvisé. Mon oncle tournait au fond du cratère, comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur. Je n'eus ni l'envie ni la force de me lever, et, prenant exemple sur le guide, je me laissai aller à un douloureux assoupissement, croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne. Ainsi se passa cette première nuit au fond du cratère.
Le lendemain, un ciel gris, nuageux, lourd, s'abaissa sur le sommet du cône. Je ne m'en aperçus pas tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris. J'en compris la raison, et un reste d'espoir me revint au cœur. Voici pourquoi. Des 3 routes ouvertes sous nos pas, une seule avait été suivie par Saknussemm. Au dire du savant islandais, on devait la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme, que l'ombre du Scartaris venait en caresser les bords pendant les derniers jours du mois de juin. On pouvait, en effet, considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire, dont l'ombre à un jour donné marquait le chemin du centre du globe. Or, si le soleil venait à manquer, pas d'ombre. Conséquemment, pas d'indication. Nous étions au 25 juin. Que le ciel demeurât couvert pendant 6 jours, et il faudrait remettre l'observation à une autre année. Je renonce à peindre l'impuissante colère du professeur Lidenbrock. La journée se passa, et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. Hans ne bougea pas de sa place. Il devait pourtant se demander ce que nous attendions, s'il se demandait quelque chose. Mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole. Ses regards, invariablement tournés vers le ciel, se perdaient dans sa teinte grise et brumeuse. Le 26, rien encore. Une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée. Hans construisit une hutte avec des morceaux de lave. Je pris un certain plaisir à suivre de l'œil les milliers de cascades improvisées sur les flancs du cône, et dont chaque pierre accroissait l'assourdissant murmure. Mon oncle ne se contenait plus. Il y avait de quoi irriter un homme plus patient, car c'était véritablement échouer au port. Mais aux grandes douleurs le ciel mêle incessamment les grandes joies, et il réservait au professeur Lidenbrock une satisfaction égale à ses désespérants ennuis. Le lendemain, le ciel fut encore couvert, mais le dimanche, 28 juin, l'antépénultième jour du mois, avec le changement de lune vint le changement de temps. Le soleil versa ses rayons à flots dans le cratère. Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité eut part à sa bienfaisante effluve et projeta instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes, celle du Scartaris se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement vers l'astre radieux. Mon oncle tournait avec elle. À midi, dans sa période la plus courte, elle vint lécher doucement le bord de la cheminée centrale. « C'est là !» s'écria le professeur. « C'est là, au centre du globe !» ajouta-t-il en danois. Je regardai Hans. « Forut !» fit tranquillement le guide. « En avant !» répondit mon oncle. Il était 1h13 du soir. Fin du chapitre 16. Chapitre 17 de Voyage au centre de la Terre. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nathalie Mussard. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 17. Le véritable voyage commençait. Jusqu'alors, les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés. Maintenant, celles-ci allaient véritablement naître sous nos pas. Je n'avais point encore plongé mon regard dans ce puits insondable où j'allais m'engouffrer. Le moment était venu. Je pouvais encore ou prendre mon parti de l'entreprise, ou refuser de la tenter. Mais j'eus honte de reculer devant le chasseur. Hans acceptait si tranquillement l'aventure, avec une telle indifférence, une si parfaite insouciance de tout danger, que je rougis à l'idée d'être moins brave que lui. Seul, j'aurais entamé la série des grands arguments. Mais en présence du guide, je me tus. Un de mes souvenirs s'envola vers ma jolie Virlandaise, et je m'approchai de la cheminée centrale. J'ai dit qu'elle mesurait 100 pieds de diamètre ou 300 pieds de tour. Je me penchai au-dessus d'un roc qui surplombait, et je regardais. Mes cheveux se hérissèrent. Le sentiment du vide s'empara de mon être. Je sentis le centre de gravité se déplacer en moi, et le vertige monter à ma tête comme une ivresse. Rien de plus capiteux que cette attraction de l'abîme. J'allais tomber. Une main me retint, celle de Hans. Décidément, je n'avais pas pris assez de leçons de gouffre à la Frelsers Kirk de Copenhague. Cependant, si peu que j'eusse hasardé mes regards dans ce puits, je m'étais rendu compte de sa conformation. Ses parois presque à pic
présentait cependant de nombreuses saillies qui devaient faciliter la descente. Mais si l'escalier ne manquait pas, la rampe faisait défaut. Une corde attachée à l'orifice aurait suffi pour nous soutenir. Mais comment la détacher lorsque l'on serait parvenu à son extrémité inférieure? Mon oncle employa un moyen fort simple pour obvier à cette difficulté. Il déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de 400 pieds. Il en laissa filer d'abord la moitié, puis il l'enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée. Chacun de nous pouvait alors descendre en réunissant dans sa main les deux moitiés de la corde qui ne pouvaient se défiler. Une fois descendus de 200 pieds, rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en lâchant un bout et en halant sur l'autre. Puis on recommencerait cet exercice usque ad infinitum. Maintenant, dit mon oncle, après avoir achevé ses préparatifs, occupons-nous des bagages. Ils vont être divisés en 3 paquets, et chacun de nous en attachera un sur son dos. J'entends parler seulement des objets fragiles. L'audacieux professeur ne nous comprenait évidemment pas dans cette dernière catégorie. Hans, reprit-il, va se charger des outils et d'une partie des vivres. Toi, Axel, d'un second tiers des vivres et des armes. Moi, du reste des vivres et des instruments délicats. Mais, dis-je, et les vêtements, et cette masse de cordes et d'échelles, qui se chargera de les descendre? Ils descendront tout seuls. Comment cela? demandai-je, fort étonné. Tu vas le voir. Mon oncle employait volontiers les grands moyens et sans hésiter. Sur son ordre, Hans réunit en un seul colis les objets non fragiles, et ce paquet, solidement cordé, fut tout bonnement précipité dans le gouffre. J'entendis ce mugissement sonore produit par le déplacement des couches d'air. Mon oncle, penché sur l'abîme, suivait d'un œil satisfait la descente de ses bagages, et ne se releva qu'après les avoir perdus de vue. « Bon, fit-il, à nous maintenant. » Je demande à tout homme de bonne foi s'il était possible d'entendre sans frissonner de telles paroles. Le professeur attacha sur son dos le paquet des instruments. Hans prit celui des outils, moi celui des armes. La descente commença dans l'ordre suivant: Hans, mon oncle et moi. Elle se fit dans un profond silence, troublé seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme. Je me laissai couler, pour ainsi dire, serrant frénétiquement la double corde d'une main, de l'autre m'arc-boutant au moyen de mon bâton ferré. Une idée unique me dominait. Je craignais que le point d'appui ne vînt à manquer. Cette corde me paraissait bien fragile pour supporter le poids de 3 personnes. Je m'en servais le moins possible, opérant des miracles d'équilibre sur les saillies de lave que mon pied cherchait à saisir comme une main. Lorsqu'une de ces marches glissantes venait à s'ébranler sous le pas de Hans, il disait de sa voix tranquille: « Gift act !»« Attention !» répétait mon oncle. Après une demi-heure, nous étions arrivés sur la surface d'un roc fortement engagé dans la paroi de la cheminée. Hans tira la corde par l'un de ses bouts, l'autre s'éleva dans l'air. Après avoir dépassé le rocher supérieur, il retomba en raclant les morceaux de pierre et de lave, sorte de pluie, ou mieux de grêle fort dangereuse. En me penchant au-dessus de notre étroit plateau, je remarquai que le fond du trou était encore invisible. La manœuvre de la corde recommença, et une demi-heure après, nous avions gagné une nouvelle profondeur de 200 pieds. Je ne sais si le plus enragé géologue eût essayé d'étudier pendant cette descente la nature des terrains qui l'environnaient. Pour mon compte, je ne m'en inquiétais guère, qu'ils fussent Pliocène, Miocène, Éocène, Crétacé, Jurassique, Triasique, Pernien, Carbonifère, Dévonien, Silurien ou primitif, cela me préoccupa peu. Mais le professeur, sans doute, fit ses observations ou prit ses notes, car à l'une des haltes, il me dit: « Plus je vais, plus j'ai confiance. La disposition de ces terrains volcaniques donne absolument raison à la théorie de Davy. Nous sommes en plein sol primordial, sol dans lequel s'est produit l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau. Je repousse absolument le système d'une chaleur centrale. D'ailleurs, nous verrons bien. » Toujours la même conclusion. On comprend que je ne m'amusais pas à discuter. Mon silence fut pris pour un assentiment, et la descente recommença. Au bout de 3 heures, je n'entrevoyais pas encore le fond de la cheminée. Lorsque je relevai la tête, j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement. Ses parois, par suite de leur légère inclinaison, tendaient à se rapprocher.
L'obscurité se faisait peu à peu. Cependant nous descendions toujours. Il me semblait que les pierres détachées des parois s'engloutissaient avec une répercussion plus mate, et qu'elles devaient rencontrer promptement le fond de l'abîme. Comme j'avais eu soin de noter exactement nos manœuvres de corde, je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé. Nous avions alors répété 14 fois cette manœuvre qui durait une demi-heure. C'était donc 7 heures plus 14 quarts d'heure de repos, ou 3 heures et demie. En tout, 10 heures et demie. Nous étions partis à 1 heure, il devait être 11 heures en ce moment. Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces 14 manœuvres d'une corde de 200 pieds donnaient 2800 pieds. En ce moment, la voix de Hans se fit entendre. « Halt !» dit-il. Je m'arrêtai court au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle. « Nous sommes arrivés, » dit celui-ci. « Où ?» demandai-je en me laissant glisser près de lui. « Au fond de la cheminée perpendiculaire. »« Il n'y a donc pas d'autre issue ?»« Si, une sorte de couloir que j'entrevois et qui oblique vers la droite. Nous verrons cela demain. Soupons d'abord et nous dormirons après. » L'obscurité n'était pas encore complète. On ouvrit le sac aux provisions, on mangea, et l'on se coucha de son mieux sur un lit de pierre et de débris de lave. Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de 3000 pieds, qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation, et qui, d'après mes calculs, devait être Sigma de la petite ours. Puis je m'endormis d'un profond sommeil. Fin du chapitre 17, enregistré par Nathalie Mussard. Chapitre 18. De voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 18. À 8 heures du matin, un rayon du jour vint nous réveiller. Les 1000 facettes de lave des parois le recueillaient à son passage et l'éparpillaient comme une pluie d'étincelles. Cette lueur était assez forte pour permettre de distinguer les objets environnants. « Eh bien, Axel, qu'en dis-tu » fit mon oncle en se frottant les mains. « As-tu jamais passé une nuit plus paisible dans notre maison de Königstrasse ? Plus de bruit de charrettes, plus de cris de marchands, plus de vociférations de bateliers. Sans doute, nous sommes fort tranquilles au fond de ce puits. Mais ce calme même a quelque chose d'effrayant. « Allons donc !» s'écria mon oncle. « Si tu t'effraies déjà, que sera-ce plus tard ? Nous ne sommes pas encore entrés d'un pouce dans les entrailles de la terre. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que nous avons atteint seulement le sol de l'île. Ce long tube vertical qui aboutit au cratère de Sneffels s'arrête à peu près au niveau de la mer. En êtes-vous certain ? Très certain. Consulte le baromètre, tu verras. » En effet, le mercure, après avoir peu à peu remonté dans l'instrument à mesure que notre descente s'effectuait, s'était arrêté à 29 pouces. « Tu le vois, » reprit le professeur, « nous n'avons encore que la pression d'une atmosphère, et il me tarde que le manomètre vienne remplacer ce baromètre. Cet instrument allait en effet nous devenir inutile, du moment que le poids de l'air dépasserait sa pression calculée au niveau de l'océan. Mais, dis-je, n'est-il pas à craindre que cette pression toujours croissante ne soit fort pénible ? Non, nous descendrons lentement, et nos poumons s'habitueront à respirer une atmosphère plus comprimée. Les aéronautes finissent par manquer d'air en s'élevant dans les couches supérieures. Nous en aurons trop peut-être, mais j'aime mieux cela. Ne perdons pas un instant. Où est le paquet qui nous a précédés dans l'intérieur de la montagne ? Je me souvins alors que nous l'avions vainement cherché la veille au soir. Mon oncle interrogea Hans, qui, après avoir regardé attentivement avec ses yeux de chasseur, répondit « Der Huppe, là-haut !» En effet, ce paquet était accroché à une saillie de roc, à une centaine de pieds au-dessus de notre tête. Aussitôt l'agile Islandais grimpa comme un chat, et en quelques minutes le paquet nous rejoignit. « Maintenant, dit mon oncle, déjeunons, mais déjeunons comme des gens qui peuvent avoir une longue course à faire. » Le biscuit et la viande sèche furent arrosés de quelques gorgées d'eau mêlée de genièvre. Le déjeuner terminé, mon oncle tira de sa poche un carnet destiné aux observations. Il prit successivement ses divers instruments et nota les données suivantes. Lundi, 1er juillet.
Chronomètre 8h17 du matin. Baromètre 29 pascal 7 litres. Thermomètre 6 degrés. Direction est-sud-est. Cette dernière observation s'appliquait à la galerie obscure et fut donnée par la boussole. Maintenant, Axel, s'écria le professeur d'une voix enthousiaste, nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. Voici donc le moment précis auquel notre voyage commence. Cela dit, mon oncle prit d'une main l'appareil de Ruhmkorff suspendu à son cou. De l'autre, il mit en communication le courant électrique avec le serpentin de la lanterne, et une assez vive lumière dissipa les ténèbres de la galerie. Hans portait le second appareil, qui fut également mis en activité. Cette ingénieuse application de l'électricité nous permettait d'aller longtemps en créant un jour artificiel, même au milieu des gaz les plus inflammables. « En route !» fit mon oncle. Chacun reprit son ballot. Hans se chargea de pousser devant lui le paquet des cordages et des habits, et, moi troisième, nous entrâmes dans la galerie. Au moment de m'engouffrer dans ce couloir obscur, je relevai la tête, et j'aperçus une dernière fois, par le champ de l'immense tube, ce ciel de l'Islande que je ne devais plus jamais revoir. La lave, à la dernière éruption de 1229, s'était frayé un passage à travers ce tunnel. Elle tapissait l'intérieur d'un enduit épais et brillant. La lumière électrique s'y réfléchissait, en centuplant son intensité. Toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente inclinée à 45 degrés environ. Heureusement, certaines érosions, quelques boursouflures, tenaient lieu de marche, et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde. Mais ce qui se faisait marche sous nos pieds devenait stalactite sur les autres parois. La lave, poreuse en de certains endroits, présentait de petites ampoules arrondies, des cristaux de quartz opaques, ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres, semblaient s'allumer à notre passage. On eût dit que les génies du gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la terre. « C'est magnifique !» m'écriai-je involontairement. « Quel spectacle, mon oncle! Admirez-vous ces nuances de la lave qui vont du rouge-brun au jaune éclatant par dégradation insensible? Et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux? Ah, tu y viens, Axel, répondit mon oncle. Ah, tu trouves cela splendide, mon garçon. Tu en verras bien d'autres, je l'espère. Marchons, marchons. Il aurait dit plus justement glissons, car nous nous laissions aller sans fatigue sur des pentes inclinées. C'était le Facilis Descensus à Vernis de Virgile. La boussole, que je consultais fréquemment, indiquait la direction du sud-est avec une imperturbable rigueur. Cette coulée de lave n'obliquait ni d'un côté ni de l'autre. Elle avait l'inflexibilité de la ligne droite. Cependant, la chaleur n'augmentait pas d'une façon sensible. Cela donnait raison aux théories de Davy, et plus d'une fois je consultais le thermomètre avec étonnement. 2 heures après le départ, il ne marquait encore que 10 degrés, c'est-à-dire un accroissement de 4 degrés. Cela m'autorisait à penser que notre descente était plus horizontale que verticale. Quant à connaître exactement la profondeur atteinte, rien de plus facile. Le professeur mesurait exactement les angles de déviation et d'inclinaison de la route. Mais il gardait pour lui le résultat de ses observations. Le soir, vers 8 heures, il donna le signal d'arrêt. Hans aussitôt s'assit. Les lampes furent accrochées à une saillie de lave. Nous étions dans une sorte de caverne où l'air ne manquait pas. Au contraire, certains souffles arrivaient jusqu'à nous. Quelle cause les produisait? À quelle agitation atmosphérique attribuer leur origine? C'est une question que je ne cherchais pas à résoudre en ce moment. La faim et la fatigue me rendaient incapable de raisonner. Une descente de 7 heures consécutives ne se fait pas sans une grande dépense de force. J'étais épuisé. Le mot halte me fit donc plaisir à entendre. Hans étala quelques provisions sur un bloc de lave, et chacun mangea avec appétit. Cependant une chose m'inquiétait. Notre réserve d'eau était à demi consommée. Mon oncle comptait la refaire aux sources souterraines, mais jusqu'alors celle-ci manquait absolument. Je ne pus m'empêcher d'attirer son attention sur ce sujet. « Cette absence de source te surprend ?» dit-il. « Sans doute, et même elle m'inquiète. Nous n'avons plus d'eau que pour 5 jours. » Sois tranquille, Axel. Je te réponds que nous trouverons de l'eau, et plus que nous en voudrons. Quand cela?
quand nous aurons quitté cette enveloppe de lave. Comment veux-tu que des sources jaillissent à travers ces parois? Mais peut-être cette coulée se prolonge-t-elle à de grandes profondeurs? Il me semble que nous n'avons pas encore fait beaucoup de chemin verticalement. Qui te fait supposer cela? C'est que si nous étions très avancés dans l'intérieur de l'écorce terrestre, la chaleur serait plus forte. D'après ton système, répondit mon oncle. Et qu'indique le thermomètre? 15 degrés à peine, ce qui ne fait qu'un accroissement de 9 degrés depuis notre départ. Eh bien conclu. Voici ma conclusion. D'après les observations les plus exactes, l'augmentation de la température à l'intérieur du globe est d'1 degré par 100 pieds, mais certaines conditions de localité peuvent modifier ce chiffre. Ainsi, à Yakoust en Sibérie, on a remarqué que l'accroissement d'1 degré avait lieu par 36 pieds. Cela dépend évidemment de la conductibilité des roches. J'ajouterai aussi que dans le voisinage d'un volcan éteint, et à travers le Niès, on a remarqué que l'élévation de la température était d'1 degré seulement pour 125 pieds. Prenons donc cette dernière hypothèse, qui est la plus favorable, et calculons. Calcule, mon garçon. Rien n'est plus facile, dis-je, en disposant des chiffres sur mon carnet. 9 fois 125 pieds, donnant 1125 pieds de profondeur. Rien de plus exact. Eh bien, d'après mes observations, nous sommes arrivés à 10 000 pieds au-dessous du niveau de la mer. Est-il possible? Oui. Ou les chiffres ne sont plus les chiffres. Les calculs du professeur étaient exacts. Nous avions déjà dépassé de 6 000 pieds les plus grandes profondeurs atteintes par l'homme, telles que les mines de Kitzbühel dans le Tyrol et celles de Wüttenberg en Bohême. La température, qui aurait dû être de 81 degrés en cet endroit, était de 15 à peine. Cela donnait singulièrement à réfléchir. Fin du chapitre 18, enregistré par Nathalie Mussard.